Hi, how Hello, are you? hello. Nice to be back. It's so lovely to have you back It's here. nice to be in Manchester again. Certains groupes se séparent puis se reforment, tandis que d'autres, une fois dissous, ne rouvrent jamais. Dire Straits appartient à ce dernier groupe. Bien qu'il ait été l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, avec des millions d'albums vendus et des chansons intemporelles, il ne reviendra jamais. La seule personne qui pourrait changer cela est Mark Knopfler, le leader et l'âme de Dire Straits. Mais il a décliné à maintes reprises, allant même jusqu'à refuser des offres de plusieurs millions de dollars pour une réunion. Pour lui, Dire Straits est un chapitre clos, une partie du passé qu'il n'est pas nécessaire de revivre. Cette décision n'était pas le fruit d'un conflit explosif ou d'une rupture amère. C'était l'aboutissement d'un long cheminement. Des difficultés avant la célébrité, jusqu'au moment où le tourbillon du succès les a emportés trop loin. Avant que Dire Straits ne devienne une légende, Mark Knopfler a dû parcourir un chemin semé d'embûches, à la recherche de sa propre voix à la guitare. Mark Knopfler est né le 12 août 1949 à Glasgow, en Écosse. Son père, Erwin Knopfler, était architecte et maître d'échecs. Il avait fui la Hongrie en 1939 pour échapper au régime nazi. Sa mère, Louisa Mary, était enseignante. À l'âge de 8 ans, Mark déménage avec sa famille à Newcastle, où il passe la majeure partie de son enfance. Malgré son enfance dans un milieu intellectuel, Mark est toujours porté par la musique. Dès son plus jeune âge, il est attiré par les sonorités singulières du blues et du rock and roll. L'un de ses premiers souvenirs musicaux est l'écoute de mélodies à l'harmonica et de boogie-woogie jouées au piano par un oncle. Aucun membre de sa famille n'était musicien professionnel, mais la passion pour la musique s'est insinuée en lui dès son plus jeune âge. Comme beaucoup d'adolescents britanniques de l'époque, Mark était fortement influencé par Hank Marvin des Shadows et rêvait d'une guitare à l'image de ses idoles. Lorsqu'il demanda à son père une Fender Stratocaster, on lui offrit une Hofner Super Solid, beaucoup moins chère. Ce n'était pas la guitare de ses rêves, mais elle suffisait à éveiller en lui un amour profond pour cet instrument. Malgré son amour pour la musique, Mark ne s'y consacra pas immédiatement. À l'âge adulte, il choisit une voie plus pratique, le journalisme. Il fréquenta le Harlow College, où il étudia le journalisme pendant 1 an avant de décrocher un poste de stagiaire au Yorkshire Evening Post. Ce travail lui permit de développer ses compétences rédactionnelles, mais n'entamant en rien sa passion pour la musique. Pendant ses jours de congé, Mark fréquentait les bars, jouait de la musique avec ses amis ou passait des heures à expérimenter avec sa guitare. C'est à cette époque qu'il rencontra le poète Basil Bunting, une figure qui influença sa perception de l'art et de la créativité. Cependant, le journalisme ne le retint pas longtemps. Lorsqu'il comprit qu'il ne pouvait abandonner la musique, Mark quitta son emploi et entreprit un voyage à travers l'Angleterre et l'Europe, faisant de l'autostop et gagnant sa vie en se produisant dans de petits cafés et pubs. Il fut profondément influencé par des guitaristes de blues tels que Chet Atkins, Scotty Moore et B.B. King. Contrairement à beaucoup de guitaristes, Mark n'utilisait pas de médiator. Au lieu de cela, il a développé une technique unique de fingerpicking, en pinçant les cordes avec ses doigts. Ce n'était pas un choix délibéré au départ, mais une nécessité. Un jour, il trouva une vieille guitare acoustique dont le manche était déformé, ce qui l'empêchait de jouer au médiator sans casser les cordes. Contraint de jouer avec ses doigts, il découvrit un style qui allait définir son son. Dans les années 1960, il joua dans un petit groupe avec son ami d'école Sue Hercombe et apparut même à la télévision locale. Plus tard, il rejoint Brewers Group, un groupe de blues rock qui lui offre ses premiers pas dans un environnement musical professionnel. Bien qu'il n'y reste pas longtemps, ce sera une étape importante dans sa carrière. En 1973, Mark obtient son diplôme de l'Université de Leeds, où il continue à jouer de la musique et enregistre une démo de la chanson « Summer's Coming My Way ». Il forma le groupe The Silver Heels avec Steve Phillips, Dave Johnson et Paul Granger, mais le groupe ne connut jamais de succès significatif. Après avoir quitté The Silver Heels, Mark accepta un poste d'enseignant au Lawton College tout en jouant avec le groupe Cafe Racers. Ce fut un tournant. Alors qu'il jouait avec les Cafe Racers, son jeune frère David Knopfler s'installa à Londres. Ils commencèrent à jouer ensemble, partageant des idées et des riffs qui deviendraient plus tard les piliers de Dire Straits. Ils furent rapidement rejoints par le bassiste John Illsley, un musicien prometteur. Les 3 musiciens ont rapidement réalisé qu'il existait une alchimie particulière entre eux. Contrairement au punk rock bruyant et agressif qui explosait à l'époque,
Ils ont pris la direction opposée. Des mélodies douces, un jeu de guitare riche en émotions et des histoires rythmées se sont imbriquées dans leurs chansons. Ils trouvèrent le batteur idéal, Pick Withers, et en 1977, Dire Straits était officiellement né. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer qu'un an plus tard, leur nom ferait le tour du monde. Le destin porte les génies au sommet. Le point de départ de Dire Straits réside dans l'enregistrement d'une démo au Pathway Studios, un petit studio londonien. Parmi les chansons enregistrées, A Swing de Sultan se démarquait particulièrement. Ce n'était ni un hymne rock puissant ni une ballade mélancolique, mais un récit musical, un hommage nostalgique à un groupe de jazz anonyme que Mark avait vu jouer dans un petit bar. Il n'y avait pas de flash, aucune tentative d'impressionner. Ils étaient simplement assis là, jouant de la musique pour eux-mêmes, alors que le bar restait presque vide. Cette image laissa une profonde impression sur Mark. De retour chez lui, il a pris sa guitare et a écrit Sultan's A Swing, une chanson imprégnée d'éléments blues et d'une narration raffinée. Au début, la chanson n'a pas suscité beaucoup d'intérêt, mais lorsque BBC Radio a diffusé la démo dans l'émission de DJ Charlie Gillette, tout a changé. Les auditeurs ont inondé la station d'appel demandant que la chanson soit réécoutée. Les maisons de disques ont commencé à s'intéresser à Dire Straits et, avant même de réaliser ce qui se passait, ils avaient signé un contrat avec Vertigo Records et entraient en studio pour enregistrer leur premier album. En 1978, Dire Straits sortait. Contrairement à l'énergie brute des Sex Pistols ou à l'esprit rebelle des Clash, l'approche était radicalement différente. Sophistiquée, calme et profondément émouvant, des chansons comme Down to the Waterline, Water of Love et Setting Me Up ont introduit un style unique, mêlant folk, blues et rock classique. Mark Knopfler a conservé sa technique de guitare distinctive, produisant un son doux et tranchant qui a valu aux critiques de le comparer à Bob Dylan et Eric Clapton. L'album connut rapidement un immense succès, notamment aux États-Unis, où le public fut séduit par la simplicité et l'authenticité de leur musique. Sultans of Swing se hissa à la 4e place du Billboard Hot 100, transformant Dire Straits, Musicians Inconnus, and Stars. Mais ce n'était qu'un début. Suite au succès d'albums ultérieurs comme Communique, 1979, Making Movies, 1980, et Love Over Gold, 1982, Dire Straits consolida sa position parmi les groupes les plus importants des années 1980. Puis, en 1985, ils atteignirent leur apogée avec Brothers in Arms. Cet album ne fut pas seulement un triomphe commercial, c'était une révolution. Il est devenu le premier album de l'histoire à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires en CD, marquant un tournant dans la consommation musicale. Des chansons comme Money for Nothing, Walk of Life et So Far Away sont rapidement devenues emblématiques. Money for Nothing, en particulier, une interprétation satirique du style de vie luxueux des rockstars, agrémentée d'un riff de guitare puissant, est devenu l'un des titres phares du générique d'ouverture de MTV à ses débuts. Mais tout n'a pas été simple. Lorsqu'un groupe atteint le sommet du succès, il n'est plus seulement un artiste, il devient une marque. Pour Dire Straits, cela signifiait des tournées gigantesques, des contrats commerciaux lucratifs et un emploi du temps surchargé. Ils n'étaient plus les 4 jeunes gens jouant de la musique dans un minuscule studio. Ils étaient des artistes se tenant devant des dizaines de milliers de fans, se déplaçant de ville en ville, jour après jour. Pour Mark Knopfler, qui avait toujours privilégié la musique à tout le reste, la situation devint épuisante. Il ne pouvait plus tout contrôler comme avant, et la célébrité accablante commença à le déconnecter du groupe qu'il avait créé. C'est à ce moment-là que des fissures commencèrent à se former au sein de Dire Straits. Certains membres avaient le sentiment de ne plus apporter beaucoup à la musique du groupe. David Knopfler avait déjà quitté le groupe en 1980 en raison de divergences créatives avec Mark. Pick Withers avait également quitté le groupe après une histoire d'amour, refusant de poursuivre dans une industrie musicale aussi hostile. Ils étaient passés d'un petit groupe indépendant à une machine gigantesque, et aucun d'eux ne savait que quelques années plus tard, cela mènerait à une décision qui changerait tout. Dire Straits se dirigeait vers une fin inévitable, la crise sous les projecteurs. Dès le début, Mark et David Knopfler avaient des approches musicales différentes. Mark était méticuleux, contrôlant chaque détail, tandis que David était plus détendu et ouvert. Alors que Dire Straits commençait l'enregistrement de son deuxième album, Communique, en 1979, leurs différences devinrent progressivement un problème incontournable.
Mark était le leader, non seulement dans l'écriture, mais aussi en studio. Il voulait que tout soit parfait, de la guitare au jeu, en passant par le son global. David, qui valorisait la liberté créative, se sentait de plus en plus éclipsé. À mesure que chaque décision importante était prise par son frère aîné, il commençait à se sentir marginalisé au sein même du groupe qu'il avait contribué à créer. Les tensions atteignirent leur paroxysme lors de l'enregistrement de Making Movies. En 1980, Mark devint de plus en plus strict avec David, exigeant de multiples reprises des parties qui ne lui convenaient pas. Sentant qu'il n'avait plus sa place au sein du groupe, David a décidé de partir en plein milieu du tournage de l'album. Il n'a jamais regretté son choix. Mark a ensuite terminé l'album avec l'aide de Roy Vuitton du E Street Band. Lorsque Making Movies est sorti et a rencontré un succès phénoménal, David n'a pas regretté sa décision. Dans une interview ultérieure, il a déclaré avec franchise « Je ne suis pas parti parce que je détestais qui que ce soit. Je savais juste que je ne voulais plus être là. » Avec le départ de David, Dire Straits ouvrit un nouveau chapitre. Ils développèrent un son plus ambitieux et complexe avec des albums comme Love Over Gold, 1982, mais cette voix ne fut pas assumée par tout le monde. Pick Withers, le batteur originel du groupe, avait toujours privilégié un style blues rock direct. Lorsque Mark a commencé à expérimenter des compositions plus longues et plus progressives comme Telegraph Road, Withers a senti que Dire Straits n'était plus le groupe qu'il aimait autrefois. Après la tournée Love Over Gold, il a décidé de partir. Ce n'était pas une rupture amère. Il n'y avait ni drame ni ressentiment. Il réalisait simplement qu'il n'avait plus sa place au sein du groupe. Avec Brothers in Arms, en 1985, Dire Straits devint l'un des plus grands groupes du monde. Mais la grandeur avait un prix. La tournée des Brothers in Arms dura 14 mois, avec plus de 300 représentations à travers le monde. Ils jouaient devant des dizaines de milliers de fans chaque soir, mais en coulisses, les fissures se creusaient. Mark Knopfler commençait à se sentir déconnecté du groupe qu'il avait créé. Les tournées interminables, les contrats commerciaux lucratifs, les exigences constantes de la maison de disques, tout cela lui donnait l'impression d'être entraîné dans une machine qu'il ne pouvait plus contrôler. John Ilsley, le seul autre membre fondateur encore en vie, le remarqua également. Ils aimaient toujours la musique, mais ils n'avaient plus l'impression de jouer pour le pur plaisir. Après la tournée on Every Street, de 1991 à 1992, Dire Straits se dissout progressivement sans aucune annonce officielle. La tournée dura plus d'1 an, mais ne connut pas le même succès que les précédentes. Lorsque Mark Knopfler quitta la scène à Saragosse, en Espagne, en octobre 1992, il savait que ce serait la dernière fois qu'il se produirait avec Dire Straits. Il n'y eut ni conférence de presse annonçant la séparation, ni déclaration d'adieu théâtrale. Dire Straits cessa tout simplement d'exister. Pendant les 3 années qui suivirent, Mark parla à peine du groupe. Il se retira des projecteurs, se consacrant à ses projets personnels, à la musique de film et à la production pour d'autres artistes. Lorsqu'il a finalement abordé le sujet en 1995, ses paroles ont été brèves. La crise de Dire Straits est terminée. Plus de haine, plus d'amertume, plus de conflits. Un chapitre s'est terminé. Dans l'univers des groupes de rock légendaires, les retrouvailles sont monnaie courante. Des Eagles à Led Zeppelin, de nombreux groupes emblématiques qui avaient un jour déclaré leur séparation ont fini par partager à nouveau la scène. Mais avec Dire Straits, l'histoire était complètement différente. Pourquoi Dire Straits ne se reformera jamais? Dire Straits ne s'est pas séparé à cause d'un conflit. Mais ce n'est pas non plus un groupe qui peut se reformer facilement. La dernière tournée du groupe les a complètement vidés. Mark se souvenait un jour qu'il se réveillait parfois sans se souvenir où il était. Le programme était chargé, ville après ville, salle bondée soir après soir, mais il ne se sentait plus aussi connecté à la musique qu'avant. J'ai passé de bons moments le temps que ça a duré, mais quand c'est devenu trop important, je ne connaissais même plus le nom de tous les membres de l'équipe. C'était devenu une machine gigantesque, Mark a déclaré. Malgré tout, Dire Straits est toujours resté un nom au charme immense. L'ancien management du groupe a reçu à plusieurs reprises des offres à plusieurs millions de dollars pour une tournée de retrouvailles. Les grands organisateurs d'événements et de festivals de musique étaient prêts à débourser des sommes faramineuses pour revoir Dire Straits sur scène. Mais Mark déclinait systématiquement. Non pas que l'argent ne soit pas tentant, mais plutôt que, pour lui, la musique ne pouvait pas être refaite comme ça. Mark a toujours été perfectionniste.
Il refusait de recréer ce qu'il avait déjà fait, juste pour l'argent ou pour satisfaire la demande du public. L'une des principales raisons pour lesquelles Dire Straits ne pourra jamais se reformer est que même les membres restants n'ont aucune envie de revenir. John Ilsley, le seul bassiste resté avec Dire Straits du début à la fin, reste en contact avec Mark et les autres membres. Mais s'ils se respectent mutuellement, ils reconnaissent tous que l'esprit du groupe a disparu. Dire Straits ne se résumait pas à Mark. C'était un collectif, mais ce collectif n'existe plus. John Ilsley et David Knopfler, qui ont quitté le groupe très tôt, n'ont jamais envisagé d'y revenir. Pick Withers a perdu tout intérêt pour l'industrie musicale depuis longtemps, et les membres suivants, bien que toujours actifs dans la musique, ne partagent plus le même lien profond qu'autrefois. Personne ne souhaite vraiment faire revivre Dire Straits, pas même ceux qui ont contribué à sa création. Lors de l'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2018, l'hommage rendu à Dire Straits aurait dû être un événement monumental. La plupart des groupes intronisés au Panthéon se réunissent pour l'événement. Certains se produisent même ensemble une dernière fois après des années de séparation. Mais avec Dire Straits, les choses étaient complètement différentes. Mark Knopfler n'était pas présent. Il n'y a pas eu de présentation solennelle par une légende du rock. Le groupe n'a pas joué. John Ilsley était le seul représentant à monter sur scène pour recevoir le prix. Mais ce fut un moment de silence. On n'y décelait ni l'émotion ni la nostalgie que le public attendait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas venu, Mark a simplement répondu « Je n'avais aucune raison d'être là ». Ce n'était pas un manque de respect envers Dire Straits. C'était une déclaration claire. Pour lui, Dire Straits était déjà terminé. Le groupe a marqué l'histoire du rock, mais il n'avait pas besoin de se réunir pour le prouver. Pour Mark Knopfler, ce que Dire Straits laissait derrière lui était déjà largement suffisant. Même si Dire Straits a depuis longtemps tourné la page, sa musique continue de résonner. Et les fans continuent de se demander où sont passés les créateurs du groupe après l'extinction des projecteurs. Aucun membre de Dire Straits n'a connu une carrière post-groupe aussi glorieuse que Mark Knopfler. Après avoir annoncé la fin de Dire Straits en 1995, Mark n'a pas cherché à recréer ses gloires passées. Il s'est éloigné du bruit du rock commercial et s'est concentré sur ce qu'il aimait le plus, jouer sa musique à sa façon. Sa carrière solo a débuté avec Golden Heart 1996, un album davantage influencé par la folk et la country que par le rock. Libéré de la pression de diriger un groupe imposant, Mark a exploré la musique à sa manière, sans se soucier de plaire au public. Cela transparaissait dans la manière dont il structurait ses albums, proposant de longues chansons originales, profondes et méticuleuses. Au cours des années suivantes, il a sorti une série d'albums, dont Sailing to Philadelphia 2000, The Ragpicker's Dream 2002, Shangri-La 2004 et Kill to Get Crimson 2007. Chacun portant sa signature unique. Parmi eux, Sailing to Philadelphia est devenu son album solo le plus réussi, avec une collaboration avec James Taylor sur le titre éponyme. Cet album a réaffirmé le talent de Mark en tant qu'auteur-compositeur, même s'il ne se produisait plus sur les grandes scènes comme à l'époque de Dire Straits. À 74 ans, Mark continue de composer. Plus récemment, il a sorti One Deep River 2024, peaufinant encore son style folk rock sophistiqué. Son jeu de guitare reste toujours aussi émotif et sa musique continue de raconter des histoires du quotidien à travers des mélodies délicates. Il n'est peut-être plus une rockstar qui attire les foules, mais il reste un musicien, un conteur à travers la musique, comme il l'a toujours voulu. Mark participe occasionnellement à des projets spéciaux. Il a contribué à l'association caritative Single Going Home aux côtés de Bruce Springsteen, Eric Clapton et Slash, collectant des fonds pour le Teenage Cancer Trust. Bien qu'il ne se lance plus dans de grandes tournées, il entretient un lien avec ses fidèles fans grâce à des sorties musicales de qualité et à des concerts sélectionnés. John Ilsley, bassiste de longue date de Dire Straits, est un autre membre ayant connu une transition importante. Il a également mené une carrière solo, sans toutefois atteindre la même notoriété que Mark. John a sorti 8 albums solo, dont Long Shadows 2016 et Coming Up for Air 2019. Cependant, à un moment donné, il a réalisé que sa passion pour la musique s'était estompée. John a décidé de s'éloigner de la forme d'art qu'il pratiquait depuis des décennies pour s'aventurer dans un domaine totalement différent, la peinture. Contrairement à Mark, qui continue d'écrire de la musique, John a choisi d'exprimer sa créativité au pinceau plutôt qu'aux cordes basses.
John a étudié la peinture à Londres pendant plusieurs années et a depuis organisé ses propres expositions. Bien qu'il ne joue plus de musique, il reste un élément essentiel de l'héritage de Dire Straits, apparaissant fréquemment dans des interviews et des événements liés au groupe. Certains anciens membres continuent de perpétuer l'héritage du groupe à leur manière. Alan Clark, qui a joué des claviers pour Dire Straits de 1980 à 1995, aux côtés de Danny Cummings aux percussions et de Mel Collins au saxophone, a façonné l'héritage de Dire Straits. Ils interprètent des classiques du groupe avec des musiciens invités. Bien que Mark Knopfler et John Illsley ne soient pas impliqués, l'héritage de Dire Straits attire de nombreux fans nostalgiques en quête de l'âge d'or du groupe. Leurs performances sont plus qu'un simple hommage. Elles témoignent de l'impact durable de chansons devenues légendaires. Que pensez-vous de Dire Straits? Souhaitez-vous qu'ils se reforment? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé de nos dernières vidéos.